Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, cette fois-ci, je vais m'attaquer sur un coffret. Mais cette fois-ci sur une fédération qui n'existe plus. Un peu comme la WCW. Et là, en parlant de WCW, il y a quoi par la suite? Une fédération extrême, très connue. Donc... j'espère que vous aurez deviné si je donne des petits indices comme ça et que je vais vous le montrer tout de suite. La Extreme Championship Wrestling, donc la ECW, une Royalist volume 2. Alors, il y avait le volume 1 qui est en anglais et le volume 3 à la fin qui est aussi en anglais, mais celui-là, il est que en français. C'est vrai que je cours toujours après The Rise and Fall of ECW et deux autres DVD de la ECW. Je crois qu'il y a Hardcore Match, je crois, et Extreme Roots de la ECW. Et après, il y a One Night Stand 2005 que je cherche toujours aussi également. Et pour la WCW, il y a le Best of Nitro, volume 1, volume 2 et peut-être volume 3. Après, il y a les plus grosses superstars de... Même pas les gros superstars, les plus grands pay-per-view de la WCW. Après, il y a Starrcade, Clash of the Champions, les Best of Great American Bash. Bref, il y a tout ce que je viens de citer. Monday Night Wars aussi, je cours toujours après. Donc voilà. Donc, mais là, je parle que de la fédération ECW qui n'existe plus depuis pas mal de temps. Et qu'il y en a qui le regrettent. Mais bon, cette fédération, on va dire pour les fans de catch, il est à son apogée. Donc tout d'abord, image assez classique et extreme, quoi. Donc, et en plus, on voit bien Taz qui fait un belly to belly over the head suplex sur Sabu. Donc oui, le suicidaire Sabu. Et après, on voit Mike Awesome qui fait un coup de la corde à linge volant sur Rhino. Et Rob Van Dam qui fait son célèbre ici, Rob Van Dam, accompagné du public. Et ça inclut les 20 matchs. Et ils en marquent. Hein. Et bien sûr, comme vous le saviez, que je vous l'avais déjà dit, il est bel et bien en français. Vous savez bien qu'il y a 3 DVD à l'intérieur, mais je veux quand même vous montrer le design. Bien sûr, il y en a qui le savent. Donc là, il y a E, C et W. Donc vraiment pas mal. Et maintenant, la liste des matchs. J'espère que je vais être très attentif. Alors. Donc DVD 1. We are back. Donc on est de retour. Bien sûr, c'est Joey Styles et Tommy Dreamer qui présentent ce DVD. Et qui vont tout d'abord présenter tous les matchs dans ce coffret. Donc quand on voit ce qui va se passer, on se doute très bien. Mais bon, donc c'est la seule façon de nous accueillir. Et le match, premier match de ce coffret, ça commence fort directement. Donc cette fois-ci, ça a Hardcore TV, à la ECW bien sûr, le 19 octobre 1993, ou 93 si vous voulez. Donc Tommy Dreamer contre Tazmaniac. Donc Tommy Dreamer, vous connaissez sûrement, et Tazmaniac, si vous saviez, si vous ne saviez pas, il s'agit ni plus ni moins de Human Suplex Machine Taz. Donc la machine humaine de suplex en personne. Il s'était pas encore inspiré de la popularité du MMA Taz, et pourtant il avait, on va dire, une première gimmick, je crois. Quelqu'un qui sort d'une bande dessinée comics book en carton-pâte.
de chez Warner Bros. Donc il s'est inspiré de ce personnage. Et quant à Tommy Dreamer, ben, lui il ne catchait pas en t-shirt, lui catchait en pantalon avec des bretelles. Donc en gros il s'est un petit peu inspiré de Owen Hart et de Coco Beware. Donc voilà, au moins ça vous laisse au moins à l'idée. Et que si je crois bien le vainqueur de ce match c'est Tasmaniac qui bat je crois qu'il bat Tommy Dreamer avec un belly to belly over the head suplex de la 3e corde, car j'avais vu ça tout récemment. Bien sûr il s'est passé tout dans ce match, hein, donc vous vous en doutez bien. Et qu'à la ECW, si vous savez bien, eh ben, ils ont le public le plus bruyant au monde. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, on entend des chants ECW. Et comment dire, à l'époque, ben, pour la ECW, c'était spécial. Il n'y avait pas de règles. Les seules règles qu'il y avait, c'est les règles extrêmes. Même si à la grande époque, c'était pas encore ECW, c'était Eastern Championship Wrestling, mais toujours sous le nom ECW. Mais là c'est que Hardcore TV de la ECW, donc extrême. Donc c'était encore à cette période-là. Donc ce match-là, pour couronner le tout, ben, je mets à 3,40. Ouais, donc je démarre fort. Ensuite, là c'est encore à la WCW, enfin pas WCW, à la ECW, mais cette fois-ci When Worlds Collide. Donc c'est eux apparemment, c'est Paul Heyman qui avait l'idée du nom When Worlds Collide, et qu'après la WCW a fait exactement pareil. Donc ils ont pris le même nom sans se savoir que la CW utilisait ce nom. Je pense que c'est un genre de pay-per-view, et que derrière, ben, souvent on dit que Paul Heyman, il a une gimmick d'avocat qui protège ses clients, mais après on s'étonne et on s'imagine que en fait c'est le père de Paul Heyman qui était réellement avocat, et qu'il voulait, on va dire, prêter quelques catcheurs pour promouvoir sa promotion. Donc pour lui c'était bénéfique, Paul Heyman, et du coup ben, ils ont envoyé Arn Anderson et Bobby Eaton qui travaillaient pour la WCW. Même s'ils étaient accueillis de manière hostile, mais c'était assez étonnant et original à l'époque. Mais bien sûr, leur partenaire du soir, vu comment j'ai les noms et que vous voyez les noms sous vos yeux, il s'agit de Terry Funk qui fait équipe justement avec Arn Anderson et Sabu avec Bobby Eaton. Donc les deux, on va dire, ECW Originals, même si Terry Funk, avec une grande expérience, il a déjà été à la WCW, comme la NWA, Jim Crockett Promotion, même WWE, donc c'est un grand habitué, Terry Funk. Mais bon, vous en tenez justement. Et c'était le 14 mai 1994, donc 94 si vous voulez. Et que ça partait déjà en boule, hein. Cette histoire, les matchs par équipe, c'est sûr, ça part directement fort et sans attente. Donc je me rappelle, ça se bat sous le ring comme à l'extérieur, devant un public déchaîné. Donc c'est la folie à l'extérieur du ring, et que ils se foutent sous la gueule, il n'y a pas de limite. Et après, si je crois bien, c'est une victoire de Terry Funk et Arn Anderson. Je crois que d'abord, ben, Terry Funk, vu comment il s'occupait de Sabu en faisant sa prise, on va dire, finale, mais c'est un peu comme un figure four, mais sauf que lui fait des tours pour mener une grosse pression à la jambe, donc on va dire, c'est un genre de figure funk, on va dire ça comme ça, même si je ne connais pas, on va dire, le nom de cette prise, mais c'est pas grave.
Et que Arn Anderson, ben, quant à lui, ben, il s'occupait de Bobby Eaton avec un Spinebuster et qui remporte pour son équipe. Donc ce match-là, ben, aussi 3,40. Donc je crois que ça peut aussi convenir vu comment c'était assez fou. Après, ben, Hardcore Legends, donc les fameux catcheurs légendaires. Et là, c'est à Hardcore Heaven. Donc toujours à la ECW, bien sûr, c'est le thème principal. Et si je vais le redire pour vous, ça va pas le faire. Donc 13 novembre, enfin 13 novembre, 13 août, qu'est-ce que je raconte? Donc c'est le 13 août. Toujours en 4. Et cette fois-ci, ben, Mick Foley en tant que Cactus Jack qui affronte Terry Funk. Forcément, Cactus Jack, il est connu pour ses promos assez, on va dire, énigmatiques, vu comment il parle comme quelqu'un qui est en gros meurtri par la douleur, mais heureux extérieurement, qui, on va dire, qui joue à un double jeu. Donc Mick Foley, c'était le genre de mec à cette époque-là. Et qui tentait d'amadouer Terry Funk, mais Terry Funk ne veut pas se laisser, on va dire, amadouer, comme j'ai dit, par les mots, les doux paroles de Cactus Jack. Et du coup, ben, ça s'affronte direct devant un public déchaîné et ça part directement. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça part tout de suite. Et que forcément, quand on a, on va dire, deux, on va dire, gros génies du hardcore, parce que oui, Terry Funk, malgré que c'est un expérimenté, c'est aussi un génie du hardcore, et que Cactus Jack l'est également, et ben ça nous donne un match très extrême. Et que, si je crois bien le vainqueur... ça va être dur, mais je sais que euh, forcément le vainqueur, c'est celui qui utilise mieux le hardcore. Je pense que c'est une victoire de Terry Funk sur Cactus Jack, vu comment des fois Cactus Jack il a plus l'habitude de perdre que de gagner, mais c'est une victoire de Terry Funk malgré tout. Et là, ce match-là, je mets un 3,50. Voilà. Ensuite, encore à Hardcore TV, cette fois-ci le 4 octobre 1994, dans un I Quit match, donc un match où le perdant dit j'abandonne. Tommy Dreamer contre The Sandman. Eh oui, les deux membres originaux de la ECW, justement. Tout comme le Sandman, enfin le Sandman si vous préférez, c'est, on va dire, une star à la ECW, car il est connu pour faire son entrée avec une cigarette à la bouche, avec une bière à la main, et il y a même Woman, qui est Nancy Benoit, qui l'accompagne toujours avec un kendo stick, l'arme préférée de Sandman, et que un coup qu'il a fini boire sa canette avant de se le faire éclater sous le front, et qu'il a fini sa clope, eh ben, ça peut lui arriver qu'il catch bourré. Et là, je n'exagère pas, ça lui arrive qu'il catch complètement bourré à Spock. Il est pas qu'il est défoncé, mais il est plein. Comme on dit chez nous en Belgique, je sais pas si je peux le dire ça, mais après vous allez peut-être pas comprendre, mais il est plein à ce Kazakh. Ouais, donc si vous comprenez pas, c'est pas grave. Donc on va dire, il est plein, il fait plus, enfin il sait plus ce qu'il fait quoi. Mais après, il sait ce qu'il fait car justement, ça démarre fort entre les armes qu'ils utilisent et que l'arbitre, ben, il sait bien que c'est un match où l'extrême, que c'est une fédération où il n'y a pas de règles. Et des fois, c'est vrai que je sais pas s'ils ont des officiels en coulisses, mais ils ont quelques petits officiels qui ne se, on va dire, mesurent pas des fois la gravité des matchs parce qu'on sait jamais si les matchs peuvent partir en mode boudin. Et, euh, et bien sûr, qui peut aussi finir en bain de sang. Car on ne sait jamais s'ils sont hors de contrôle et que oui, la plupart des catcheurs, ben, des fois ils arrivent
complètement défoncés parce qu'ils ont peut-être fumé du crack ou ils ont pris de la coke. Donc on n'en sait pas plus les gens à ce point-là, mais vous comprenez bien. Mais après dans ce match, je me rappelle, ben, un coup que la foule est déchaînée, ça va directement, justement au ring, et que je me rappelle que le Sandman, vu comment il était en position pour peut-être faire un powerbomb, eh ben, il demande à Woman de lui donner sa clope et de l'allumer. Donc, donc si j'ai bien vu et j'ai bien compris, euh, même avec une clope au bec, même s'il va cracher une nuage de fumée, il fait un genre de marteau pilon ou un powerbomb, peu importe qu'il utilise, tout en fumant sa cigarette. Et là, je me suis dit, mais putain, ça, j'ai jamais vu ça. Fumer une clope en faisant une prise, euh, comment peux-tu pas te faire brûler après ça? Parce que c'est vrai que les cigarettes, les mégots, on peut se brûler la peau. Et ça peut être utile dans un high quit match hein, pour forcer le catcheur à abandonner. Mais après un coup que Tommy Dreamer a pris conscience, je crois que il lui a donné un coup dans le bide de Sandman et qu'il va prendre le mégot de cigarette et si je crois bien ce qu'il va faire, euh, il va lui planter dans l'œil apparemment et là c'est vraiment très grave. Hein. Je sais pas s'il est vraiment allé mais en tout cas c'est des choses qu'il faut vraiment pas faire. Donc n'utilisez pas de cigarette si vous voulez le mettre dans l'œil. Donc je crois que c'est une très mauvaise idée. Mais après ce match, enfin après ça, après son geste qu'il a fait, Tommy Dreamer, eh ben, il était, on va dire, il n'était pas conscient de ce qu'il faisait, donc c'est pour ça qu'il était, on va dire, choqué pour ce qu'il a fait au Sandman. Et si je crois bien, le match a dû être arrêté suite à un accident grave. Donc, donc ça veut dire, je pense qu'il n'y a pas eu d'abandon, les fameux mots qu'on devrait prononcer, mais c'était, comme porte très bien le nom, ben, c'est extreme quand même. Mais beaucoup extrémiste hein, quand même. Donc c'était assez terrible, même surtout ceux qui le découvrent, parce que c'est vrai qu'on le découvre, on se dit, ah ouais, donc je comprends pourquoi il y en a qui disent que c'est pas du truqué. Ouais, parce que j'entends des fois des gens qui doivent disent la plupart des choses, par exemple quand ils utilisent des objets pour faire saigner son adversaire, il y en a qui disent que c'est pas du truqué, ou alors il y en a qui disent que c'est truqué. Mais après, ceux-là, c'est les pires mots que je déteste entendre. Donc pour moi, le terme truqué, c'est des mots que je déteste entendre, justement. Mais bon. Ce match-là, ben, 3,60, vu comment il était extrême, même s'il n'y a pas eu de gagnant. Enfin, peut-être que Tommy Dreamer remporte par décision de l'arbitre, mais voilà, quoi. Je reste sur ma faim sur ce match-là, mais je continue quand même. Donc, ensuite, Wrestling Machine, donc les machines de catch à la personne des Steiner Brothers. Ah ouais, Steiner Brothers, Dean Malenko, Eddie Guerrero, et Tukol Scorpio. Ouais, donc on va dire euh, les, les 5 hommes, ce sont, on va dire, des machines de catch, sauf Cactus Jack, parce que c'est vrai que c'est pas le plus technique, mais c'est le plus fou et le plus hardcore des tous. Donc ouais, mais par contre, les Steiner Brothers, ils auront eu le privilège, c'est d'y aller là où ils ont été. Hein. Parce que à la WWE, WCW, NWA, au Japon, du côté de la New Japan Pro Wrestling, peut-être à la All Japan et la ECW, franchement, ils ont été partout, hein, ces gars-là. Et c'est à Wrestle Palooza, 5 août 1995, où en 95, ouais, 95. Mais bon, entre
les équipes que j'ai citées tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut nous donner des matchs spectaculaires, très techniques, des matchs équipes basiques. Donc il n'y a pas à dire, on ne peut que admirer le spectacle. Et bien sûr, ben oui, la ECW, c'est toujours à la ECW Arena à Philadelphie en Pennsylvanie, au Bingo Hall. Donc oui, je sais. Et si je crois bien, le spot final, je crois que c'est une victoire de Guerrero et les Steiner Brothers. Si je crois bien, hein, sur Tulko Scorpio, Dean Malenko et Cactus Jack. Donc, je pense que c'est une victoire d'eux. Ouais, je vais directement parce que je vois que les minutes passent vite et du coup, ben, j'essaye d'y aller plus vite pour essayer d'aller plus vite et sans trop m'attarder. Ouais, je sais que des fois, je perds dans mes propos, mais j'essaye d'être un minimum bien être l'esprit ouvert. Mais bon, ce match-là, 3,40 également, ce match-là aussi. Ensuite, à Holiday Hell Tour, le 29 décembre 1995. Voilà. Raven contre Tommy Dreamer. Alors, on connaît la grosse rivalité entre Raven et Tommy Dreamer, même si il y en a qui se rappellent du match en cage assez mémorable entre Raven et Dreamer. Donc tout le monde s'en rappelle, mais après, là, ce n'est pas un match en cage, là, c'est un match où ils font ce qu'ils veulent, et que Raven, c'est vrai qu'il incarne aussi le côté extrême, malgré son côté, on va dire, artistiquement parlant, poétique, si je permette. Donc on va dire un poète dans l'extrême, si on peut dire ça comme ça. Et que oui, des fois la ECW avait du mal avec certaines personnes sous les gestions, parce que c'est vrai que Paul Heyman, c'est pas non plus un grand gestionnaire, il sait motiver ses troupes, il sait se faire adorer par le public, parce que oui, le public sont attachés à Paulie in Dangerously, donc oui, c'est un des anciens surnoms de Paul Heyman, avant qu'il soit le manager de Brock Lesnar, etc., etc. Donc il y en a qui le savent, hein. Donc c'est pour ça que je dis à ceux qui n'ont jamais vu et ceux qui ont toujours imaginé certains catcheurs ce qu'ils sont maintenant, donc voilà, et que si je crois bien, avec une énorme intensité, même si Raven avait fait venir ses acolytes Dr. Stevie Richards et Blue Mini et quelques autres catcheurs de la Blue World Order, pour essayer d'arrêter Tommy Dreamer. Mais sauf que Tommy Dreamer n'était pas seul, car il avait, je crois, Sabu, Terry Funk, peut-être Rob Van Dam, et avec qui encore pour l'aider, peut-être le Sandman, mais ouais, on va dire ça comme ça. Donc, grâce à les interventions des plusieurs équipes qui s'affrontent, eh ben, ça permet à Tommy Dreamer d'essayer de battre Raven. Même si je sais bien que Raven aura beau se relever des DDT, et que Tommy Dreamer va se relever du finish de Raven, et que il va tenter l'impossible, Tommy Dreamer. Donc je pense qu'il bat Raven avec son DDT pour la deuxième fois. Et ce match-là, ben, 3,50 également. Voilà. Ensuite, The House Party, le 5 janvier 1996, donc 96. Voilà. The Public Enemy. Alors là, je ne sais plus les noms malheureusement. Les Gangsters, je sais qui sont. Donc je sais que le leader, c'est New Jack, avec comme coéquipier Mustafa. Et que c'est vrai que je crois qu'il en a un des deux qui ressemble, on va dire, un petit peu près à Tupac Shakur. Donc peut-être que c'est peut-être Mustafa, ouais, peut-être que c'est lui qui ressemble, on va dire, un petit peu à Tupac. Mais bon, on va dire c'est un peu le Tupac extrême du catch. Et que les Gangsters profitent de la popularité du rap américain à leur style. En plus, Christophe Ajus, il nous donne beaucoup
d'indications dans ces DVD-là. Donc, ça se voit que c'est un habitué et un fin connaisseur, Christophe Ajus. Bien sûr, pas Philippe Chéreau, mais bon, il suit le rythme de Christophe. Donc, là, pour ça, on peut dire chapeau à Philippe qui, on va dire, qui suit le rythme de Christophe Ajuste. Et on peut aussi dire chapeau à Christophe Ajuste pour le travail de commentaire exemplaire. Et que, oui, c'est vrai que New Jack, il est aussi accusé de avoir osé tenter de tentative de meurtre sur certains catcheurs, un peu comme il avait fait avec Axel Roten, un jeune catcheur qui voulait débuter mais qui s'est fait poignarder en plein match. Après, on va dire un légendaire catcheur qui commence à se faire vieux et que New Jack ne voulait pas l'affronter, mais qu'il a démonté au passage dans une autre petite fédération qui était filmée en caméra. Et après, ben, l'accident du Mass Transit, qui est Eric Culas. Donc oui, je sais que ce jeune homme avait menti à Polyman, comme quoi il avait été, on va dire, entraîné par l'entraîneur Killer Kowalski, celui qui avait entraîné Triple H, et que Killer Kowalski était lui-même catcheur, et il avait menti sur son âge, comme quoi il avait 18 ans, et qu'il était expérimenté. Et que par la suite, ben, au vestiaire, ben, il s'est mal comporté, et que New Jack se rend compte que ce n'est pas un, on va dire, un catcheur expérimenté. Donc pour ça, il décide de le punir en le faisant des sales coups. Donc ça, je me rappelle que New Jack, il avait abusé, qu'il avait tenté, on va dire, tenter de le détruire, Eric Culas, même si il va s'acharner sur lui tout en l'insultant et en le scalpant le front. Donc c'est sûr qu'il a voulu tenter d'ôter la vie de Eric Culas, même si j'ai entendu dire que dans la même année, eh ben, il meurt, je crois, Eric Culas. Et pourtant, malgré que ce n'est pas un catcheur et qu'il avait menti surtout et tout genre, eh ben, malgré qu'il était en surpoids, mais après, même s'il a tenté de faire un procès à New Jack, mais New Jack, il a été acquitté. Et du coup, ben, c'est vrai que ça a frustré peut-être les parents, mais il y a des choses sombres qu'il y a des coups je n'aime pas entendre et qu'il y en a qui sont au courant. Mais bon, ça, c'est pas la question. Mais que les Gangstas, je crois qu'ils bat The Public Enemy. Donc oui, je sais, les Gangstas sont des habitués des bagarres de rue et aussi sauter du balcon pour mener une grosse intensité dans le match et bien sûr faire saigner leurs adversaires. Donc c'est les victoires des Gangstas. Et ce match-là, à l'extrême aussi, donc 3,70. Voilà. Et maintenant, je passe au DVD 2. Et après ça, je vais un petit peu m'hydrater. Donc, je vais un petit peu couper la vidéo pour avoir le temps de reprendre mon souffle. Parce que, ouais, je suis assoiffé. Et j'espère que j'aurai le temps de tout expliquer. Donc, merci bien. Donc, voilà, je suis de retour. Donc, on est maintenant au DVD 2. Et maintenant, c'est Good Idea at the Time. Donc, voilà. Donc, c'est toujours Joey Styles et... pardonnez-moi parce qu'il y a une mouche qui m'embête. C'est toujours Joey Styles et Tommy Dreamer. Et que Joey Styles, vous savez bien, c'est la voix de la ECW. Donc j'espère que vous savez bien. Mais bon, ça, j'ai pas besoin de vous faire le rappeler. Et le premier match du DVD 2, cette fois-ci, même si je dis beaucoup premier match, mais bon, c'est pas ce que je veux dire par là, mais voilà. Ben, bref, il faudrait que j'arrête de parler parce que sinon je raconte n'importe quoi. Donc The Lost Battalion Hall, donc le 13 avril 1996. Extreme Hardcore Shoot Fight. Alors là, c'est une stipulation qu'adore le concept Taz, justement, et qu'il affronte Chris Jericho. Donc il se faisait appeler Lionheart Chris Jericho.
suite à son passage au Japon, en Allemagne, et même au Mexique à la CMLL en tant que Corazon de León. Donc oui, il a été un des membres de la ECW, même s'il a capturé le titre télévision, je crois. Même si ça n'a pas duré longtemps, mais bon. Et que Taz, ben, c'est un habitué des matchs où c'est lui qui domine et qu'il montre que c'est lui l'homme. Et que la machine à souplesse, ben, c'est lui justement. Et que il va défoncer Chris Jericho en plein match, même si Chris Jericho, il aura beau se défendre avec comme prise préférée qu'il adore, ben, The Lion Sword. Je pense qu'il avait toujours son Walls of Jericho et d'autres prises fétiches qu'il aborde et qu'il utilise encore aujourd'hui, je crois. Mais ça va rien suffire face à la fureur de Taz, qui va lui faire des German suplex, des belly to belly overhead. Donc il n'y a pas à dire, c'est une putain de machine Taz, et qui bat justement Chris Jericho. Donc c'est victoire de Taz, et ce match-là, ben, 3,50, justement. Donc voilà. Ensuite, Matters of Respect, donc 11 mai 1996. Donc ceux-là, je ne sais pas si ce sont des weekly ou des pay-per-view, mais je pense que c'est des pay-per-view. Mais après, j'ai voulu essayer de trouver les images, mais pas facile à trouver sur les images des pay-per-view, car c'était introuvable. Peut-être qu'on peut voir sur les jaquettes des DVD, mais bon, c'est assez dur à trouver. Que à la grande époque, ben, la ECW misait sur cassette, qui se vendait à travers le monde sur Camescope. Et maintenant, c'est en DVD. Maintenant, on découvre simplement en DVD. Et c'est un peu comme la WCW. Avant, ça se vendait que par cassette, mais que je pense que ça n'a jamais été vendu par DVD. Mais bon, c'est dommage quand même. Et que là, c'est pour le titre World Television Championship. Donc, Too Cold Scorpio contre Shane Douglas. Donc, Shane Douglas, qui est un catcheur assez controversé, lui qui est connu pour avoir, on va dire, gagné le titre de la NWA, et qui dit à ceux qui veulent entendre qu'il est le champion, l'unique, le seul et unique de la ECW. Donc, le côté extrême, hein, pas le côté externe. Donc, il veut prouver que c'est lui le pionnier, et il est aussi connu pour avoir insulté des légendes, je crois. Des légendes ultra connues dans le catch. Donc il était hyper arrogant, et ça lui faisait rien, quoi. Ça lui donnait de la privilège, de la valeur aux yeux du public, qui adore ce côté politiquement incorrect. Et que c'était justement la société, le slogan de la société, justement. Mais bon, comme quoi, pour réussir, il faut avoir des atouts. Et que là, si je crois bien, il va mettre à mal Too Cold Scorpio. Alors que Too Cold Scorpio, il va pas mal se défendre. Et que le champion, c'était lui, justement. Donc Shane Douglas, il s'acharne sur lui, tout en le faisant saigner. Car oui, le sang à la ECW, c'est très commun. Et que, si je crois bien, il bat malgré tout Shane Douglas après un long combat difficile, et qui conserve son titre. Donc ce match-là, je le mets justement à 3,40. Donc voilà. Ensuite, The Flagstaff. Ouais, bon. Passons. Plymouth Meeting, Pennsylvania. Donc on va dire le nom de la ville qui est de Pittsburgh en Pennsylvanie. Même si avant, la ECW se déplaçait quand même un petit peu aux États-Unis, mais plus du côté de New York. Même si c'est un petit peu tout près, c'est un peu la même capitale. Et que c'est le 2 août
en 1996, donc c'est toujours la même année. Sabu contre Chris Jericho. Alors Sabu, c'est vrai que c'est une vraie tête brûlée et qu'à chaque fois ce type il me fait peur à chaque fois quand il essaye de tenter des prises dangereuses. Car comme l'explique bien Christophe Ajus, euh, il est, euh, il est suicidaire, meurtrier, il défie la mort, donc genocide, suicide, murdercide, je crois. Donc c'est ça son slogan à Sabu. Donc oui, il défie la mort à chaque fois parce qu'à chaque fois quand il essaie de se détruire et qu'il essaie de se ôter la vie carrément. Donc il est connu pour ses triple jump moonsault, Arabian Facebusters et, euh, et d'autres prises aériennes euh, qui sont risquées en plus. Hein. Tandis que Chris Jericho, ben lui c'est du classique, de la voltige et beaucoup de technique aussi, hein, car vu comment il essaie de s'adapter au style de Sabu, même si le style hardcore c'est pas son truc, mais que il s'y fait. Maintenant qu'on regarde du côté de la EW, eh ben, il utilise un minimum privilègement le hardcore. Hein. Donc la preuve qu'il s'est bien investi. Et que si je crois bien, il arrive à battre Sabu, Chris Jericho, suite à une erreur de Sabu. Donc c'est lui qui bat justement Sabu, comme j'ai dit. Et ce match-là, ben, 3,60. Car j'ai trouvé que c'était pas mal ce match-là, malgré que qu'ils se s'entretuent. Voilà. Encore Hardcore TV, mais cette fois-ci 27 mars en 1997, donc 97 si vous préférez. Dick Togo, Terry Boy, Takamichinoku contre Great Ameda, Great Naniwa et Great Sasuke. Donc oui, Great Sasuke, c'est comme Sasuke Uchiwa. Dans Naruto, ben ça c'est une autre histoire. Donc là, cette fois-ci, comme vous avez bien vu et que j'ai bien cité, un match à 6 en équipe, et que cette fois-ci, ben, c'est que les Japonais. Donc Takami Shinoku, ben, bien connu, surtout des fans de catch à l'époque, même si je pense qu'il catch toujours aujourd'hui, Takami Shinoku. Et, euh, et quant à Great Sasuke, lui, je pense pas qu'il catch encore, car j'ai entendu dire qu'il était gouverneur ou promoteur, mais c'est vrai que c'était assez original pour l'époque. Mais après, je sais pas s'il est toujours encore ou alors s'il a été relevé ses fonctions, mais bon, je n'en sais pas plus que ça. Et que c'est un match qui va 200 à l'heure. Hein. Un peu comme à la Dragon Gate. Donc oui, c'est un peu le même concept, même malheureusement, il y en a qui ne connaissent pas la Dragon Gate Japan, alors qu'avant, je pense pas que c'était connu, mais que c'est le même concept et que la ECW a très bien misé sur les catcheurs étrangers, à faire un très beau spectacle. Si vous voulez du match Lucha Libre, ben, ça sera justement à la ECW. Si vous voulez du catch japonais, ce sera à la ECW. Et du catch basique, ben, c'est toujours à la ECW. Donc, ils ont toujours essayé d'innover. Et c'est pour ça que la ECW montait en flèche et que sa popularité continuait de grandir et que les fans, c'est même plus des fans, ça devient une secte pro ECW. Hein. Et que c'était magnifique. Honnêtement, ce match-là était grandement magnifique. Et qu'à la fin, si je crois bien, c'est une victoire de Dick Togo, Terry Boy et Takami Shinoku. Et que le finish de Takami Shinoku, ben, c'est pas sorcier. Le finish préféré, c'est le Michinoku Driver. Et, euh, et des fois, ben, Sasuke, enfin, Great Sasuke, lui, des fois, il adore, c'est utiliser son Sasuke Special. Ouais, des fois, ça m'arrive de dire Sasuke parce que, bien sûr, ça me fait rappeler à Sasuke dans Naruto. Donc, voilà.
je dis pour ceux qui sont fans de manga, donc je fais... je pense au Manga Boy. Donc voilà. Donc c'est victoire de Takami Shinoku. Et ce match-là, hyper dynamique, donc je mets 3,50. Voilà. Ensuite, Tag Team Wrestling Done Right. Et que là c'était du côté de New York. Donc Buffalo, New York, pardon. Là, honnêtement, comme j'ai dit, je ne sais pas si ce sont des pay-per-view ou des house shows, parce que quand je vois maintenant les noms qu'il y a, j'ai l'impression que ce sont des house shows. Hein. Et que là, je vais aller directement, et que c'est 17 mai 1997, et Three-Way Dance for ECW World Tag Team Championship match. Alors, vu comment c'est un match triple menace par équipe, comme il dit, c'est danse de 3, et que les équipes The Eliminators, il y en a un que je connais pas, mais il y en a un que je connais, donc il y en a un que je connais, c'est Perry Saturn, et les Gangsters, ben, Mustafa et New Jack, et les Dudley Boys, vous savez bien que ce sont Baba Ray Dudley et Edith Von Dudley. Des fois, ils sont un petit peu accompagnés par leur manager, ou encore du petit Spike Dudley, même si avant, les frères Dudley avaient plusieurs membres qui se faisaient appeler le même nom, Dudleys. Donc, vous avez bien compris. Match, comme je dis toujours, à l'extrême, car oui, c'est hyper extrémiste, et que un coup qui sont très bien battus partout, et là je dis bien partout, dans le public, dans les coulisses je crois, et je crois bien même un petit peu dans le parking, jusqu'à ce qu'ils reviennent jusqu'au ring, et que ils foutent le bordel, et que ils ont même placé des tables, des objets, donc ce sont des malades mentaux, il n'y a pas à dire, ce sont des malades mentales, et que à la fin, je me rappelle que les Dudleys, ils ont voulu mettre passer les Gangsters à travers une table, mais que ça va se retourner contre eux, et ce sont les Eliminators qui remportent avec The Elimination, donc leur prise finish à 2, et qui les battent, Gangsters et les Dudleys. Donc victoire d'Eliminators, et bien sûr les noms, je les taperai sur description, ceux que j'ai oublié leur nom, parce que c'est vrai qu'il y en a que j'ai découvert leur nom, mais que j'ai pas su les retenir à la lettre. Donc vous inquiétez pas pour ça. Et voilà, donc ce match-là, 3,40. Voilà. DVD 3 maintenant. Real 8 à Hardcore TV, le 5 janvier 1998, donc 98. The Sandman, Taz, Tommy Dreamer et Al Snow contre Sabu, Rob Van Dam, Doug Furnas et Philippe Lafaune. Si je crois bien, ils étaient accompagnés par Bill Alfonso. Donc, il me semble que oui. Bref, c'est pas grave. Eh ben, match hyper dynamique, ça part dans tous les sens. Et on a du mal à suivre tellement que t'as l'impression qu'il y a des catcheurs qui déboulent des vestiaires pour foutre le bordel. Et que je me rappelle que Beulah McGillicuddy va prendre cher aussi dans le match. Et il y avait même aussi, je crois, Francine également. Donc bien sûr, il y a des combats de filles, même s'ils sont pas notés, mais ils se foutent sous la gueule en se crêpant le chignon. Tandis que les catcheurs, ben, ils s'entretuent, que ce soit à l'intérieur ou extérieur du ring. Donc ça va à 1000 à l'heure. Et si je crois bien, Rob Van Dam remporte par son équipe grâce à un 5-star frog splash sur, si je crois bien, sur Al Snow. Ouais, donc l'équipe d'Al Snow. Donc ce match-là, vu comment il était épique, hyper dynamique, et que on espère qu'on suit la cadence. Donc ce match-là,
3,60, justement. Après, encore de wrestling euh, Palozza, 3 mai 1998, pour le championnat de la ECW mondiale, en tout cas. Shane Douglas contre Al Snow. Le champion, si je crois bien, c'était Shane Douglas, vu comment il veut prouver que le véritable unique innovateur de la ECW, eh c'est lui. Donc il veut prouver que c'est lui qui impose son infériorité. Et si je crois bien, Shane Douglas, il était accompagné par Francine, Pitbull 1 et Pitbull 2, si je crois bien. Ouais, vu comment il avait un certain avantage. Al Snow, ben, vu comment il était connu pour avoir une tête qu'il appelait Head. Donc pour lui, c'est un coéquipier unique, Head. Mais qui ne suffit pas face aux ressources et la roublardise de Shane Douglas. Même si Al Snow tentait de capturer le titre, mais en vain. Et que je passe vite, car c'est une victoire quand même de Shane Douglas malgré tout. Donc ce match-là, 3,5. Voilà. Après, je crois que ça va un petit peu augmenter. Donc là, Hardcore TV encore, 29 juin 1998, pour le championnat par équipe de la ECW. Chris Candido, Lance Storm contre Sabu et Rob Van Dam, qui étaient bien sûr accompagnés par Bill Alfonso. Et la Dream Team entre Sabu et Van Dam. Et si je crois bien, Rob Van Dam, il était quand même champion de la télévision, et qu'il était champion, on va dire, pendant 2 ans, sans jamais perdre sa ceinture, jusqu'à ce qu'une blessure à la cheville le force à abandonner le titre, mais qu'il aura quand même un beau règne, malgré que dans la ECW Originals, il n'a jamais été champion du monde. Il n'y a qu'à la WWE qui va devenir champion de la ECW, plus champion de la WWE, donc oui, ça je sais. Et que, bien sûr, ils vont remporter les titres, donc ils battent Lance Storm et Chris Candido, donc pour ça c'est victoire de Rob Van Dam Sabu, et que le match était énorme et épique, donc celui-là je vais augmenter 3,70. Donc oui, je veux augmenter, car c'est vrai que je commence un petit peu à fatiguer de mettre tout le temps les mêmes notes globales, qui peut vous-même vous fatiguer. Ensuite, The Real Clash of Styles, donc les clashs réels de style. Ouais, il y en a que je traduis, il y en a que je traduis pas, parce que il y en a que j'essaie de trouver des termes, mais bon, j'ai pas envie de trop m'attarder dessus, sans me fatiguer. Donc là, c'est la ECW Arena, donc justement leur salle, qui est mythique, donc du côté de Philadelphie. Donc le 8 août 1998, un match triple menace pour le FTW, donc champion du monde. Ouais, donc c'était pour le titre FCW, qui était un titre mondial, même s'il n'a pas été reconnu par la ECW, mais pour Taz, ça correspond comme un titre mondial. Vu comment, on va dire, personne voulait l'affronter pour un titre, par exemple, titre télévision, titre par équipe, titre mondial de la ECW. Donc il s'est créé lui-même le titre FTW. Donc en gros, FTW, c'est-à-dire Fuck the World. Donc on va dire titre qui envoie tout le monde se faire voir. Même si on peut dire on emmerde le monde. Donc pour moi, ce terme correspond le terme du titre. Et que justement, Sabu Taz contre Bam Bam Bigelow. Et que Taz, ben, vu comment c'est un bonhomme, et que Sabu commence directement en tant que bonhomme, et que Bam Bam Bigelow, lui, il arrive à la dernière minute. Je crois bien que c'était près d'une scène. Donc il arrive pendant un long moment, et que le match va durer trop longtemps, mais vraiment tout le long.
Donc ils se battent tout le long jusqu'à ce qu'il y ait un temps limite qui arrête le match. Et là, je n'exagère pas. Et que Sabu, il avait sur lui toujours une pique à glace, donc pour planter sous le front ou sur le corps de ses adversaires. Donc il a la fâcheuse tendance à utiliser un pic à glace, vu comment il adorait utiliser des prises de risque. Et ce type, c'est un malade. Mais bon, c'est, on va dire, victoire de personne, vu comment le temps limite est dépassé. Donc justement, ben, Taz reste toujours champion. Et que pour un match tellement long, là je vais augmenter, vu comment il s'est passé de tout, et que c'était énorme. Donc ce match-là, je lui mets un 4,5. Donc oui, j'augmente. Et là, encore à Hardcore TV, le 23 août 1999, donc 99, pour le championnat du monde poids lourd de la ECW, par équipe, bien sûr. Même s'il n'est pas marqué poids lourd, mais je l'ai dit de manière maladroite, hein, mais vous savez bien que c'est pour le titre mondial de la ECW. Les Dudley Boys contre Spike Dudley et Balls Mahoney. Donc Baba Ray et Devon, ben, ils décident de, on va dire, de punir leur faux petit frère, parce que oui, ce ne sont pas des vrais frères. C'est parce qu'on va dire, en tant que pote, eh ben, on peut dire c'est son frère, mais non. Eh ben, je me rappelle qu'ils vont se battre partout, ça fout le bordel, et jusqu'à ce qu'elle même joué avec des glaçons. Et je me rappelle que dans le public, Baba Ray, il fixe la caméra et il dit Vince, I love you. Vince, on t'aime. Ah, il est malade de Baba Ray. Donc bien sûr, ça a tapé dans l'œil de Vince McMahon, hein, et que ce moment imprévu, je m'attendais pas du tout à celle-là. Et que ils vont bien sûr mettre une table, 2 tables en feu même, l'une au-dessus de l'autre, et c'est Spike Dudley qui passe à travers la table en feu, et malgré tout, c'est Balls Mahoney qui continue à catcher pour Spike, et qui va, on va dire, détruire Baba Ray, et pour mieux, on va dire, faire le tomber sur Devon. Donc c'est lui qui bat avec Spike les Dudley Boys. Donc ce match-là, ben, 3,5. Malgré tout que c'était bon, hein, malgré tout. Ensuite, Stamping Up. Voilà. Donc, ECW on TNN. Donc, la ECW sur la chaîne télé TNN. Le 1er octobre 1999. Là, c'est pour le titre mondial de la ECW. Donc, Mike Awesome contre Rhino. Alors, Rhino, à l'époque, malgré qu'il avait un petit peu de l'expérience au niveau catch, mais on le considérait comme un jeune frais comme un gardon, qui peut découper les gens, et qu'il est ultra dominant, mais face à la fureur et l'expérimenté et l'expérience de Mike Awesome, est-ce qu'il peut faire la différence? Il aura raté le coche avec Mike Awesome, même si auparavant, et peut-être qu'il aurait été champion de la ECW, mais ça c'est plus tard. Mais c'est victoire de Mike Awesome. Donc ce match-là, 3,40. Voilà. Et là, le pay-per-view qui fait parler de la ECW, November to Remember, le 7 novembre 1999. Ah, c'est un match encore triple menace entre Yoshihiro Tajiri contre Jerry Lynn contre Super Crazy. Donc ouais, donc ça va à 1000 à l'heure, et que Yoshihiro Tajiri il est accompagné par Dr Stevie Ray et un autre qui est en chaise roulante, mais je sais plus son nom, mais c'est pas grave. Et que Jerry Lynn, ben, c'est un expérimenté justement, et Super Crazy, ben, le Mexicain le plus fou, si ce n'est que le plus fou. Mais celui qui remporte la victoire malgré tout, c'est, si je crois bien, c'est Tajiri, Yoshihiro Tajiri. Donc il bat Jerry Lynn et Super Crazy. Et ce match-là, ben, 3,40. Ensuite Ultimate Underdog. Donc ECW on TNN. 28 janvier en 2000, cette fois-ci. Pour le championnat du monde de la télévision de la ECW. Rob Van Dam contre Mikey Whipwreck.
Donc Mikey Whipwreck, c'était, je crois bien, le plus jeune champion de la ECW de l'histoire de la ECW. Et il avait aussi affronté Steve Austin par le passé, mais bon, c'est une autre histoire. Et que ce match va vite, il est vif, et que Rob Van Dam, ben, il va s'occuper, on va dire, gentiment, drastiquement, bien Mikey Whipwreck, et que il va le battre justement avec un 5-star Frog Splash. Et je sais bien qu'avant, Rob Van Dam, je sais bien qu'avant il catchait pieds nus, et qu'un coup qu'il faisait son 5-star Frog Splash, eh ben, il vendait pas la douleur, mais c'est quand il va catcher avec des bottines de combat et qu'il commence à sentir la douleur vu comment il est un peu meurtri, malgré que c'est aussi un stunner pacifiste, Rob Van Dam. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais il bat Mikey Whipwreck. Donc ce match-là, 3,60. Donc honnêtement, je le mets à 3,60. Et encore ECW on TNN 29. En plus, c'est la même... Ouais, d'accord. Ah non, non, c'est pas la même... Donc c'est 29 septembre 2000. Oh là là, je fais des erreurs, mais c'est pas grave. Donc là, c'est pour un match triple menace pour le championnat du monde poids lourd de la ECW. Donc Justin Credible contre Jerry Lynn contre Steve Corino. Et après, ben, c'est terminé. Quel match de dingue. Hein. Pour terminer ce coffret, c'est sûr, c'est du fou furieux, mais totalement fou furieux. Et qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, honnêtement. Hein. Beaucoup de choses à dire. Et que Credible, je crois que c'était pas lui le champion, mais je crois que c'était Steve Corino. Et que après qu'ils se sont occupés de Justin Credible, eh ben je me rappelle que Jerry Lynn était menotté et que Corino le frappait à coups de kendo stick. Non, non, je crois que c'était Credible le champion du monde de la CW. Qu'est-ce que je raconte? Mais après ils vont passer à tabac. Jerry Lynn, Steve Corino, et qu'après il y avait même Francine qui s'interposait, et qu'après je crois qu'il y a une autre fille qui s'en mêle face à Francine, et que ça se bat, et que pour finir, ben c'est Justin Credible qui bat Jerry Lynn et Steve Corino par son finish. Je sais bien qu'il y avait le Tombstone Piledriver et un autre finish qu'il utilisait, mais qu'il battait quand même ses équipes. Donc voilà, donc c'est victoire de Justin Credible. Et ce match-là, allez, pour une note positive, 3,70. Voilà. Après, End of the Era. Et que ça se termine là-dessus. Donc vous voyez, j'ai voulu dire plein de choses qui concernent la ECW. Donc j'espère que ça vous aura bien plu et que j'espère que ça vous a bien éclairé. Donc même si des fois j'ai un petit peu du mal à articuler dans les moments précis, mais ça vous vous étonnez bien et que j'ai pas besoin de vous faire apprendre. Mais en tout cas, j'ai adoré ce coffret et adoré de faire ces reviews. Donc là, je ne me cache pas, même si vous voulez que je fasse un petit peu plus long, mais pas très très long, hein, parce qu'il y en a que j'ai besoin de retenir ma voix. Donc sans trop tarder, pour tout noter, les matchs, il n'y a pas de bonus. Il y a des petits saignements, mais je crois que des petits saignements, ça va pas être noté, mais bon, c'est quand même mieux que rien. Mais donc je dis, les matchs, plus l'ensemble, pardon, il était quand même pas mal malgré tout. Même si c'est une partie des matchs de la ECW qui m'a quand même bien plu, je pense que je pourrais lui mettre un 4,60. Et je pense que pour certains fans de catch qui veulent en savoir plus, que ce soit de la WCW, WWE et ECW et d'autres DVD en tout genre, je pense que c'est légitime pour conseiller aux fans de catch, honnêtement. Si vous l'aviez, vous êtes des meilleurs. Si vous ne l'avez pas, je vous le recommande tout de suite. Donc moi, des fois j'essaie de quitter, mais après j'attends la miniature qui dure un petit peu trop longtemps, mais je vais quand même m'arrêter à un moment donné. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette review
et que moi aussi j'ai bien aimé. Donc j'espère que ça vous a bien plu. En tout cas, si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.